Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous continuons donc nos rencontres sur ce plateau des Cafés des libraires avec un libraire qui vient pour chaque présentation et qui fait les interviews des auteurs. Nous devions avoir sur ce plateau Valérie Caffier, libraire à la librairie Le Divan dans le 15e à Paris, qui est responsable de la littérature dans cette librairie et qui se faisait un grand plaisir d'être ici avec nous sur ce plateau. Elle me l'avait dit au téléphone, on avait échangé. Elle était déjà là en 2018 et malheureusement, eh bien voilà, elle a été terrassée par la Covid, donc elle n'est pas avec nous ce soir. Et Simon Payen, qui est libraire à 1000 pages de Vincennes, a accepté de la remplacer. Et c'est marrant parce qu'elle m'avait dit tu pourras dire que ma librairie, la librairie où je travaille, Le Divan, c'est la cousine parisienne de 1000 pages. Voilà. Donc on a une pensée pour Valérie qui doit être vraiment terriblement bien déçue de ne pas rencontrer les auteurs qu'elle devait rencontrer. Et merci à Simon d'être là pour nous tous. Alors, donc, le plateau s'intitule « Seul dans la nuit ». Voilà, il faut toujours trouver des petits points de convergence entre les livres qui vont être présentés. Avec nous sur le plateau, à côté de Simon, Leila Motley, autrice et poétesse américaine. Sur la biographie, c'est marqué de 19 ans. Non, elle a eu 20 ans au mois de juin quand même. Elle est originaire d'Oakland, en Californie. Elle a été désignée Oakland Youth Poète lauréate en 2018. Elle a été retenue en 2020 par le New York Times comme l'une des 10 auteurs noirs les plus talentueux de sa génération, Les droits de ce premier roman ont été achetés dans une quinzaine de pays et elle a reçu ici même, à l'ouverture de ce Café des libraires, le prix des libraires Page. Et elle en était, je crois, très heureuse. Elle sera interprétée par Barbara Fichter, dont c'est la première participation au festival America et qui vient du Luxembourg. Waouh. Voilà, et ça sera sans doute pas sa dernière parce que à chaque fois que des interprètes viennent ici, ils reviennent les années suivantes. Et voilà, donc on est très heureuse de l'accueillir. On parlera tout à l'heure donc de ce livre Arpenter la nuit, paru chez Albin Michel en août 2022, traduit par Pauline Loquin. À côté de Barbara, il y a Jean d'Amérique, haïtien. Né en Haïti, Jean d'Amérique est un poète et un dramaturge. Il vit entre Paris, Bruxelles et Port-au-Prince. Il a créé le Festival international transpoétique de Port-au-Prince, dont il est le directeur artistique. Son premier recueil de poèmes, je crois, est sorti en 2015, si je ne m'abuse, Petite fleur du ghetto. Il a été sélectionné pour différents prix. Jean d'Amérique a obtenu le prix de la vocation pour un autre recueil paru en 2017, Nul chemin dans la peau que saignante étreinte. Quel titre. Et puis le troisième est paru en 2020. Il a publié sa première pièce La première pièce a été mise en scène ou a été écrite en 2020 aussi? Non, plus tôt. Publiée en 2020. Et ça s'intitule Cathédrale de cochons. C'est paru aux éditions théâtrales. Alors on va parler avec Jean d'Amérique voilà, il a le sens des titres, je trouve aussi, comme certains autres haïtiens qu'on connaît bien ici. Soleil à coudre s'appelle le livre dont on va parler aujourd'hui. Il est paru chez Actes Sud en mars 21. Il a obtenu le prix Montluc Résistance et Liberté en 2022.
et Antonia Crane, qui est née en Californie du Nord, qui s'est lancée dans une carrière de stripteaseuse en 1992. Elle est activiste, elle milite pour la syndicalisation et la décriminalisation des travailleurs et travailleuses du sexe. Elle est aussi scénariste et écrit pour de nombreux journaux. Elle sera traduite sur ce plateau par Céline Gay, qui est interprète d'anglais et d'espagnol et qui vient ici aussi pour la première fois, donc à l'année prochaine, enfin au prochain festival, sûrement on se retrouvera. Et on va parler de ce livre qui s'intitule Consumé, qui est paru chez Tusitala en septembre 2021 et qui a été traduit par Michael Bellano. Voilà mon cher Simon. Tu me dis par qui commencer, parce que tu veux que je fasse un petit pitch sur chacun des livres? Comme tu préfères, dans l'ordre qui te vient. Ah ben non, dis-moi. Alors par Antonia Crane. Par Antonia Crane. Antonia Crane. Alors Antonia Crane, tout juste arrivée de sa campagne, c'est le petit pitch, hein, la jeune Antonia devient stripteaseuse à San Francisco, combattante lesbienne féministe. Elle devient vite accro à l'argent facile, mais quand elle tente de reprendre le contrôle de sa vie, sa mère tombe malade et la suite. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être là. Je n'ai pensé amical à Valérie Caffier qui aurait adoré cuisiner avec vous la littérature et vos romans. Je suis presque content, je pourrais dire, d'être là à sa place. 3 romans donc, qui parlent de la condition féminine, 3 romans qui illustrent le dévouement et le sacrifice des femmes prêtes à tout pour sauver les leurs. 3 romans qui réfléchissent autour du travail du sexe dans une société patriarcale. Et 3 romans, je dirais, où seul l'espoir permet de traverser cette nuit dont on va parler, qui peut parfois être extrêmement épaisse. Bonjour donc Leïla Motley, bonjour Jean d'Amérique et bonjour Antonia Crane, merci de votre présence. Il y a beaucoup de points communs dans vos romans. Si on commence par partir du vôtre, Antonia Crane, Consumé n'est pas vraiment un roman. Il s'agit d'une œuvre autobiographique qui part de votre expérience. Comment est-ce que vous en êtes venu à l'écriture? Il s'agit de votre premier roman. Comment vous en êtes venu à l'écriture et comment est-ce qu'on part d'un sujet de vie personnel pour arriver à l'universel de la littérature? I start writing by reading everything I can get my hands on. That's really the best way to learn how to write. And that's, I started writing at probably 9 years old. Poetry was my first interest. But I think that if I could paint or draw anything, I wouldn't write. But out of necessity and survival, I write. Yeah. Should I go on? Je commence à écrire en lisant absolument tout ce qui me passe sous la main. La meilleure façon d'apprendre à écrire, c'est de lire. J'ai commencé à 9 ans, la poésie était les premières choses que j'ai lues. Et si je pouvais peindre ou dessiner, je ferais sans doute ça, mais comme je ne peux pas, j'écris, je le fais par nécessité et besoin de survie. Leïla Motley, dans votre roman, il s'agit tiré d'une histoire vraie qui s'est passée à Auckland en 2015, dans lequel une jeune fille de 17 ans avait été pendant plusieurs années l'esclave sexuelle d'une trentaine de policiers. Ce fait divers a été le déclencheur de votre roman. Comment est-ce que vous êtes passé de ce fait divers à la littérature ? I think that so much of literature has a foundation in this real world. And I was born and raised in Oakland, and in 2016, a case broke where a young girl was sexually abused by various different Bay Area police departments, and it kind of consumed our local media. And I remember being maybe 13 or 14 at the time, and watching and listening to people talk about this case, including the media, and being
disappointed by the focus on how, you know, this event was going to have an impact on the relationship between the police department and the community. And there was very little focus on the impact on both this one girl, but also the kind of systemic implications of this on, you know, girls of color and women everywhere whose stories never make it to this level of visibility. Let me just give this over so you can understand what I'm saying. Non, vous avez un micro aussi. Chacune a un micro. Voilà, merci. En général, la littérature s'inspire de faits réels, du monde réel. Je suis née à Auckland, j'y ai grandi, et ce fait divers a éclaté en 2016. Et il s'agissait d'une jeune femme qui a été agressée par des policiers qui l'ont exploitée sexuellement. La presse a relayé ce fait divers de façon assez importante. On en parlait partout, et à l'époque, j'avais 13 ou 14 ans, et tous les médias en parlaient. J'ai été déçue par le point de vue qui a été choisi par les médias, à savoir qu'ils mettaient l'accent sur la relation de confiance qui aurait été entamée entre la police, les agents de police et la population, alors qu'en réalité, personne ne s'intéressait vraiment à ce qui était arrivé à cette jeune femme, quelles pouvaient être les implications pour elle et quelles pouvaient être les implications de façon plus générale, systémique, et le fait que souvent de jeunes femmes de couleur soient victimes de telles agressions. But Nightcrawling itself started with, I was 16, and I knew I wanted to tell the story of a teenage black girl and give kind of the validity and respect to that narration and voice that I think we often miss when we represent or understand black girls. And so I wanted to tell the story of vulnerability, of what it looks like to be a young black girl and be completely unprotected. And that kind of fits in line with police sexual violence and the experience of being unprotected by the very people who claim that they're going to protect you. J'avais 16 ans quand j'ai su que je voulais parler de cette histoire, 17 ans quand j'ai commencé à écrire. Et je savais en tout cas que je voulais parler de l'histoire de cette jeune femme et de façon plus générale des jeunes femmes noires auxquelles on ne fait pas attention en général. Elles sont rarement au centre de l'attention, et j'avais envie de montrer ce qu'elles vivaient, pour que tout le monde comprenne ce que c'était d'être vulnérable, d'être une jeune femme de couleur et face à une autorité en fait qui est censée vous protéger mais qui ne vous protège pas du tout. Jean d'Amérique, comme l'a dit Maët, on vous connaît très bien maintenant en tant que poète. En quelques années, vous avez irrigué la scène poétique de vos vers. Soleil à coude, c'est votre premier roman. Qu'est-ce qui vous a fait venir au roman? Est-ce que la poésie ne vous permettait plus quelque chose que vous avez trouvé dans l'écriture romanesque? Moi, en fait, la poésie, ça a toujours été ma patrie première. C'est mes racines dans l'écriture d'une manière générale. Et je n'ai pas spécialement cherché obstinément à faire du roman. C'est plutôt dans l'expérience de l'écriture et de la forme que ça a dérivé vers le roman. Mais jamais en essayant de mettre la poésie de côté, mais toujours la garder comme le socle de toute forme d'écriture que j'entreprends, que ce soit du théâtre ou cette fois à travers Soleil à coude du roman, où je raconte une histoire au long cours, mais qui tient par la colonne vertébrale de la poésie. J'espère. Oui. Absolument. Je sais que dans votre poésie, vous accordez une grande place au silence, qui prend une part poétique extrêmement importante, que ce soit dans la construction de la poésie que dans la respiration.
Dans Soleil à coudre, le leitmotiv, ce qui revient sans cesse, c'est cette phrase « Tu seras seul dans la grande nuit », répète papa. Quel rôle a la solitude dans Soleil à coudre? Pourquoi avoir choisi de faire un personnage principal féminin si seul? Ouais, en fait, dans mes textes, d'une manière générale, il y a des êtres qui se débattent pour exister, des êtres qui sont aux prises avec le silence, justement, et qui essayent de prendre le dessus des choses par la parole. C'est pour ça que c'est souvent des personnages qui existent au final beaucoup moins par les actions ou une forme physique exacte. Le corps n'existe presque plus parfois. C'est plus des existences par la parole. Et là, c'était important pour moi que ça soit une enfant, que ça soit une fille, parce que j'ai envie de représenter le monde tel que je le rêve en fait. C'est-à-dire j'ai essayé en tout cas de mettre cette fille là où peut-être on attendrait un petit garçon, ou bien aussi parce que je viens de la marge, les lieux où j'ai grandi et les conditions matérielles de mon existence, c'est une somme de privation, une somme d'injustice sociale. Et j'ai toujours une envie, une nécessité de représenter les marginalisés. Et je crois que c'est pour ça que j'ai choisi que ce soit une fille, une héroïne qui porte la voix de ce bidonville dont elle raconte la vie brisée. Cette solitude dans Soleil à coudre, j'ai l'impression qu'Antonia Crane, à l'opposé, votre roman accorde une grande part à la solidarité, à l'entraide. En tant qu'écrivaine, je sais que vous donnez des cours d'écriture. Vous êtes une femme engagée, comme l'a dit Maët dans son introduction. Vous avez participé à la première section syndicale en 1997 dans le club où vous travaillez, au Lusty Lady à San Francisco, puis du syndicat Soldiers of Paul. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment elle s'incarne, cette solidarité dans Consumé, entre les différentes stripteaseuses? Loneliness, I think, first of all, that I come from a really small town, and there's no quiet like Humboldt County quiet. It's redwoods, ocean, and the biggest export of my town is its youth. We want to leave town and go find ourselves and be in the world where things are happening. And so I think that also growing up the way that I did and becoming a sex worker so young, I think that we are, my customers and strippers, my stripper siblings, I think we all suffer from terminal loneliness. And I think that's why sex work exists, because we are suffering from terminal loneliness. And so I just want to say that. And that a piece of that is why solidarity is so vital to our survival as sex workers, that we need our siblings around us, and we need a witness to the things that we're experiencing on the shop floor or in our families as marginalized queer sex workers and my sibling sex workers of color, and how we suffer from the same conditions in our work. And so having that solidarity between us is actually necessary for our survival. And so in my book, we unionized the Lusty Lady, class of 1996, SEIU Local 790. And I have been waiting 27 years for strippers to unionize again, and they're unionizing right now. Un mot sur la solitude. Moi, je viens d'une petite ville rurale. C'était pas un endroit où on pouvait facilement trouver du silence. C'était un endroit occupé par l'océan et la forêt. Notre première exportation, en tout cas, c'était les jeunes. Jeunes ont quitté la ville pour se trouver, pour participer
au grand monde. Et j'ai grandi comme ça, j'ai commencé à faire du striptease très jeune et j'ai vite compris que mes clients et mes collègues, mes sœurs, nous avions tous en commun cette solitude en phase terminale un peu. Et c'est pourquoi la solidarité est si vitale là où j'évolue. On a besoin de témoins, on a besoin que d'autres personnes assistent à ce que nous voyons au travail et parfois dans la famille. Certaines d'entre nous sont stripteaseuses mais aussi queer ou sont des femmes de couleur. Et nous avons besoin de cette solidarité pour survivre. Et c'est pourquoi c'était important aussi pour moi de participer à l'effort de syndicalisation. Nous étions pionnières en la matière dès 1996. Ça fait 27 ans et aujourd'hui, de nouveau, on voit un mouvement vers la syndicalisation de ce milieu. Alors, ce n'est pas seulement un livre sur justement, c'est une autobiographie, bien sûr, mais ça ne parle pas seulement que de la revendication ou de la vie, la difficulté d'une stripteaseuse. Oh, je vais y arriver, d'une stripteaseuse et de la vie en général. C'est aussi un vrai travail d'écriture. Et il y a un extrait là qui m'a beaucoup fait penser à Haïti. C'est un extrait, ça se passe en Nouvelle-Orléans. Et elle écrit ceci, Antonia. « La Nouvelle-Orléans m'a appris comment appréhender la mort. Lors du Mardi Gras, les habitants de la ville font de la mort une parade. Ils tapent dans les mains, dansent sauvagement dans les rues, couverts de perles et de plumes. J'avais besoin de sauter dans les bras de la mort pour célébrer le cycle de la vie. J'ai sillonné des cimetières et déposé une offrande. J'avais besoin d'un miracle pour reprendre pied. Alors j'ai marché parmi les morts, les ossements blanchis des îles Bilis, dans le carré des indigents. À la Nouvelle-Orléans, la mort était un spectacle élaboré qui incitait les gens à souffler dans des cuivres et à se dandiner. Les fanfares et les Indiens de Mardi Gras envahissaient les rues. J'ai plongé la tête la première dans la cohue. Et ça m'a fait énormément penser à la fête des morts en Haïti. C'est une description. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean. Oui, ça évoque des ambiances que je connais et où il y a... C'est quelque chose avec lequel je joue beaucoup aussi dans l'écriture, comme s'il n'y a pas de frontière entre la vie et la mort. Il n'y a pas vraiment de frontière parce que les morts sont parmi nous, on parle avec eux, il y a toujours un aller-retour et qui est assez fluide, qui amène presque une part, j'ai envie de dire, de fantastique, mais dans le réel. Oui. Et c'est quelque chose que j'aime bien, l'idée que la vie, elle se prolonge à travers la voix des morts aussi. Jean d'Amérique, Antonia Crane, vous parliez de... Jean d'Amérique, vous disiez la poésie était mon premier terrain d'expression. Antonia Crane, vous disiez lire beaucoup de poésie, avoir commencé par la poésie. Je sais que Leila Motley, vous êtes aussi poétesse, vous avez publié de la poésie. Nous, on ne la connaît pas, on n'a pas la chance de la connaître, il faudrait convaincre votre éditeur. Mais quelle place prend la poésie dans votre vie? Et est-ce que vous avez commencé par la poésie puis le roman ou l'inverse? Yeah, no, I don't have one out yet, but soon maybe. I started with poetry. I think a lot of us do because it's something that we at least get taught in U.S. schools often, is like a very small poetry unit. And I loved poetry from a young age, and I found poets like Ntozake Shange and Sonia Sanchez, and I think those poets kind of inspired me to push the boundaries, not only in my poetry, but then also in fiction, and to kind of merge genres. And so when I was 14, I started writing novels, and then when I was 16, I became the poet laureate. So I did a lot of spoken word poetry, which comes from a tradition of rap and early hip hop. Last Poets, Gil Scott-Heron even, and I think I followed that tradition through, as well as doing written poetry, and it ends up making me feel connected not only to myself but to the audience, and I am able to kind of
transmit a vibration, which is often as powerful as a story. C'est dès l'école que j'ai développé un amour pour la poésie. C'est vrai qu'à l'école, la place consacrée à la poésie est assez réduite, mais j'ai toujours aimé depuis petite. Et j'ai été inspirée par un grand nombre de poètes. Et la poésie me permet de repousser des limites et d'aller jusque dans la fiction. J'ai commencé à écrire mes romans, à écrire des romans quand j'avais 14 ans, et c'est à 16 ans que j'ai été lauréate du prix de poésie. Je viens d'une tradition où la poésie est déclamée, d'une tradition de rap où l'on dit la poésie. Je pense à des poètes tels que Jill Scott ou Ndazoki Sheikh. Ce sont des personnes qui m'ont inspirée. Quand j'écris de la poésie, j'arrive à me connecter avec ce que je suis, avec moi-même, mais également avec le public en général. J'aime l'idée de pouvoir transmettre une vibration, et parfois cette vibration en dit davantage que des mots ou une histoire. Un des points communs de vos trois romans, c'est à quel point les femmes sont prêtes à se dévouer pour leur famille, que ce soit dans leur famille des hommes ou des femmes, leur mère, leurs frères. Mais il y a aussi là-dedans, dans cette noirceur, quelque chose qui peut naître de très beau, comme certaines relations amicales, notamment celle de Chiara avec Trevor. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui unit ces deux personnages ? A lot of Nightcrawling is about the relationship between Kiara and childhood, and how Black girls are often not afforded the luxury of childhood, and so Kiara ends up on her own with her brother at 17, trying to pay the rent and to survive, really, and she also ends up caring for their next-door neighbor, a 9-year-old boy named Trevor, and through that, kind of, we get to experience her grasp at childhood and attempts to kind of give him a childhood that she didn't receive, because she was caring for a family who didn't have the resources to care for themselves on their own, and she was essentially parenting herself and her brother. Ce livre, Arpenter la nuit, parle beaucoup de la relation de Chiara et de sa relation qu'a Chiara, la protagoniste, à l'enfance. Très souvent, les jeunes filles noires n'ont pas le luxe de vivre leur enfance, d'être des enfants. Et elle se retrouve à 17 ans toute seule avec son frère, et elle doit survivre, elle doit se débrouiller pour payer le loyer. Et elle aide également son voisin qui se retrouve aussi tout seul, Trevor, qui a 9 ans. Elle décide de lui donner l'enfance l'enfance qu'elle n'a pas eue, car elle a grandi dans une famille qui n'avait pas les ressources pour lui permettre de vivre cette enfance, et elle s'est retrouvée à devoir s'occuper d'elle-même et de son frère. Et son frère, c'est pas un enfant, hein, c'est un adulte, mais un adulte un peu plus égoïste que ne l'est sa sœur, parce que sa sœur est très généreuse, et que le petit Trevor va devenir presque un enfant pour elle, presque son enfant. Antonia Crane, page 92, vous écrivez une phrase où ça ne m'étonne pas que vous avez baigné dans la poésie. Vous dites « Son amour, c'était comme flotter dans une voie lactée maternelle, bercée par une poussière d'étoiles ». Phrase absolument magnifique.
l'amour et la tendresse que vous portez à votre mère irriguent ce livre. Est-ce que vous aviez aussi vu dans ce processus d'écriture une manière de lui rendre hommage lors de la reconnaissance? Yes, the book is actually dedicated to my mother, and I started writing it a week after she passed, at a time when euthanasia was illegal. And I had to write the book with that in mind. And I was able to show up for my mother as she transitioned out of life into death, and holding her in Humboldt in my arms when she passed in the night was not only emotionally devastating, but also risky in a publishing way, with nonfiction being a true story, being the story of my life, and having euthanasia be illegal. I had to write the story where there were certain family members not in the building who were actually in the building. And I had to ask permission from my stepfather. And I was like, oh, great. This is my last Thanksgiving with him. I'm never going to be able to go home again. But we talked, and he said he had no problem with being in the room. But it is absolutely, the love story in my book is the love between myself and my mother. And her body and her dying body was with me in every room. There's a lot of sex in this book, but there's the love story is between my mother and myself. Oui, ce livre lui est dédié. J'ai commencé à l'écrire une semaine après son décès, quand l'euthanasie était encore illégale. Et donc ça, c'était à prendre en compte dans l'écriture. J'ai pu être là pour ma mère quand elle est partie. J'ai pu l'aider dans cette transition si particulière et la tenir dans mes bras pendant la nuit où elle est partie, ce qui était dévastateur en soi, mais en plus très risqué du point de vue de l'écriture d'un livre. Je m'exposais, l'euthanasie étant illégale. Et j'ai dû écrire la scène en faisant disparaître des membres de la famille qui étaient pourtant là avec nous. Et j'ai dû demander à mon beau-père si je pouvais l'écrire. J'ai cru à ce moment-là que ce serait la dernière réunion de famille qu'on passerait ensemble. Mais il était d'accord pour être inclus. Et en tout cas, ce livre, c'est mon histoire d'amour avec ma mère. Et son corps est avec moi pendant toutes ces scènes, son corps mourant. Il y a beaucoup de sexe dans ce livre, mais c'est mon histoire d'amour avec ma mère. Jean-Amérique, on parlait de la respiration et du silence dans votre poésie. La respiration, dans Soleil à coude, j'ai l'impression qu'elle passe surtout par les pensées de Tête Fêlée et surtout ces lettres qu'elle écrit tout au long du roman à Silence, qui est son amoureuse. Qu'est-ce qu'elles représentent, ces lettres pour Tête Fêlée? Ces lettres, c'est un moyen pour elle de rêver, parce que là où elle est, là où elle vit, avec tout ce qu'elle subit comme violence au quotidien, on a l'impression qu'elle est presque engloutie par un trop-plein de nuit, et elle a besoin je pense qu'elle avait besoin de quelque chose à l'autre bout qui vienne la consoler. Et c'était cette fenêtre-là que j'ai trouvée pour elle. Le fait qu'elle tombe amoureuse de cette camarade de classe, et c'est un peu l'histoire d'un amour impossible. Et du coup, ces lettres qu'elle lui écrit, qu'elle lui adresse, lui permettent de rêver et d'avoir une vie, même si c'est une parenthèse, mais c'est une raison de vivre et qui la tient debout, qui l'aide à se rapprocher au moins d'un peu de lumière. Mais d'abord aussi, avant toutes les questions de violence qui traversent le roman, c'est une histoire d'amour que je raconte. Sauf que cette histoire d'amour, elle est prise dans les chaînes, dans les ferrailles de la violence. Et donc, je ne pouvais pas écrire cette histoire d'amour en dehors de ces faits de violence qui l'entourent. C'est aussi le roman, je dirais, de quelqu'un qui a la vie devant soi.
Vous citez ce livre de Romain Gary. Qu'est-ce qu'il représente pour vous et pour Tête Fêlée? C'est un écho. Il y a un personnage dans La vie devant soi, je pense, qui résonne, même si c'est de manière lointaine peut-être, mais le petit Momo, il résonne quand même avec Tête Fêlée. Et puis, dans l'idée aussi de cette respiration, de cette fenêtre de vie, à un moment donné, elle croise ce livre, La vie devant soi, tout comme elle croise un disque de Kendrick Lamar, un rappeur américain. Donc voilà, c'est des fenêtres que j'ouvre pour elle, où elle peut respirer. Mais moi aussi, c'est des œuvres qui ont été importantes pour moi. La vie devant soi, un livre que j'aime beaucoup, et d'autre part, Kendrick Lamar, un rappeur que j'aime beaucoup, et j'aime bien remettre en avant ces références de choses qui m'ont construit, pas seulement pour devenir écrivain, mais aussi humainement et politiquement aussi. Oui, ça dit quelque chose aussi sur les difficultés de l'écriture. Quand elle écrit « Chère lune, l'encre est pauvre, ma main bête et le papier inconvenable. L'impossible seul connaît ta route peut-être. » Ça parle aussi peut-être de la difficulté de l'écriture. Elle dit à un moment aussi « J'essaie de t'écrire quelque chose rempli de tendresse. J'essaie voilà, et toute cette difficulté de trouver les mots, les bons mots, le bon rythme. Oui, je pense que ce mouvement-là fait écho à ma démarche d'écriture aussi, quelque part. Quelque chose qui se travaille perpétuellement, en quête de la poésie souterraine que je cherche à donner à la langue, et une manière aussi de sublimer les choses que je raconte, parce que je crois que la poésie, c'est pas juste des fleurs qu'on met sur la violence pour la recouvrir, mais aussi on plonge les mains dans la boue, dans la pâte, et essayer de mieux la montrer, la donner à voir. Donc c'est un travail que je prends plaisir à faire, mais qui prend du temps. Et ça fait écho du coup à Tête Fêlée qui cherche les mots pour dire son amour à Silence, mais elle n'arrive pas à les trouver. Elle n'arrive pas à accéder au point de beauté dont elle rêve pour lui dire son amour. Du coup, c'est pour ça que c'est des tentatives de lettres qui sont dans le livre, parce que sa lettre, elle n'est jamais terminée. Et ça fait écho aussi à ce personnage métaphore, Silence, parce que c'est une fille qui ne parle jamais pour beaucoup de raisons, d'une autre forme de violence qu'elle subit. Elle ne parle jamais. Et bon, je ne vais pas dire la suite, mais la seule fois où elle va prendre la parole, ça va bouleverser le cours des choses. La poésie, ça peut aussi être je dirais une création d'images. Et pour Chiara, ces images, elles passent. On a parlé de Trevor, on n'a pas parlé de Ale, son ami, qui lui offre systématiquement pour son anniversaire une bombe de peinture. Et vous écrivez, page 165, « L'art nous permet de nous imprimer sur le monde pour que personne ne puisse jamais nous effacer. » C'est quoi le rapport de Chiara avec cet art extrêmement important pour elle, qui est le graphe? I mean, I think kind of like Jean was saying about dreaming. For Chiara, art is a possibility for dreams, for wanting something, for desire outside of the world that she's been given, and it was really important to me that as part of humanizing these characters who, you know, are in some of
the most seemingly impossible of circumstances, that they still are seeking and pursuing joy and delight and life and connection and love, and that all of those things are kind of wrapped up and represented by art, which is something to be created by her and owned by her and her alone. However, throughout the book, I think her brother Marcus attempts to get her to sell her art, and I think I kind of wanted to talk about this relationship between the art and the artist when it becomes a commodity. Comme on vient de l'entendre, c'est vrai que le rêve, c'est important, et pour Chiara, la protagoniste, c'est une possibilité, ce rêve existe. Ce désir de vivre en dehors du monde dans lequel elle est forcée d'évoluer. C'est important de voir comment ces personnages qui vivent les pires choses continuent de chercher des connexions, de chercher l'amour, la joie, et l'art finalement permet de réaliser la synthèse de tout cela. C'est elle qui le crée, c'est elle seule qui crée cet art. À un certain moment dans le livre, son frère Marcus essaye de vendre son art, et en racontant cela, j'ai voulu évoquer la relation qu'a l'artiste avec l'art, et quand l'art devient un bien. Toujours sur l'art, Antonia Crane, vous écrivez dans Consumé, Antonia dit « Je considérais le striptease comme un art ». Où est-ce qu'elle trouve cette esthétique artistique dans le striptease, dans les mouvements, dans le désir que ça procure dans les yeux qui sont en face d'elle? Peut-être autre chose? I'm just so wrapped up in these phenomenal writers' answers to the questions, I forgot I was here for a minute. And I'm so happy to be here in my favorite city in the world. I just want to say that first. Yes, stripping is an incredible art form. It's a sensuous, powerful, strenuous celebration of sex, and it is beautiful and it is hard, but it is not Hustlers, and it's not often J-Lo dripping from a gold pole effortlessly. It's actually, I like to say that strippers are the dishwashers of the sex industry. It's very hard work, but it is powerful and beautiful. And when I first started doing it in '92, it definitely felt like lesbian performance art, because it is lesbian performance art. And it's really powerful, and it is beautiful and strenuous and a celebration. And it's also a way to connect with an audience. I've done a lot of different sex work in the dark, in hotels, in rooms, in buildings of, in various places. And I like stage. I like the music and creating a feeling and a transmission to the world and the people in the room, and participating in this vibration of sensuality, camaraderie, celebration, and femininity. And when you're making money too, nothing wrong with that. En fait, quand je les entends parler, c'est tellement fascinant, je suis envoûtée et j'en oublie qu'on m'a invitée pour parler aussi. Mais je suis tout d'abord vraiment très heureuse d'être dans la meilleure ville du monde. Et oui, le fait de stripteaser, c'est vraiment une forme d'art très sensuelle, très puissante. C'est aussi une célébration éprouvante de la vie, mais ça ne vient pas sans effort. Ce n'est pas que ce qu'on voit avec Jennifer Lopez qui descend d'une barre comme si c'était absolument sans effort. C'est un peu d'ailleurs pour moi le striptease, la machine à laver de l'industrie du sexe en quelque sorte. C'est vraiment très difficile. Et quand j'ai commencé, je le voyais comme la performance artistique lesbienne par excellence. Et c'est quelque chose qui permet aussi de vraiment se connecter à son public. J'ai fait d'autres types de travail du sexe dans des chambres, dans des salles, dans des endroits plus fermés, mais j'aime vraiment revenir à la scène. J'aime la musique et j'aime créer quelque chose qui soit vibrant, sensuel, où il y a un esprit de camaraderie, qui soit une telle célébration, et aussi un exemple de féminité. Et si au milieu de tout ça, on peut aussi se faire un peu d'argent, pourquoi pas?
Une dernière question, Antonia, vous dites avoir commencé ce processus de syndicalisation au milieu des années 90. Comment est-ce que la situation a évolué depuis? Ooh, great question. We unionized in 1996 to 1998. I was lucky enough to be working at that time. I got swept up in the movement. I was just trying to survive, but these startlingly intelligent, badass women were like, we are not taking this anymore. And I was like, they're like, we're walking off stage. And I was like, okay. And that's how it happened. And it was a 2-year labor war that we won. And things have only gotten horrendously worse. And that is devastating. The wrecking ball of the disintegration of labor rights has been devastating. The exploitation, the racism, the unfair labor rights, the extortion, the conditions, the violence, the murder of sex workers has only gotten worse over time. And to watch that happen and to continue to organize strippers, the thing about me is I never left. There's something about the shame and stigma of being a sex worker where often people will do the job and they're like, they get out. You know, they get out and they get married and they don't want to look back. I'd never left. I've been waiting 27 years for this, and it's happening right now. It's a great time for labor in America. We're seeing a lot of change and pushing against these giant forces. And we have to unlearn the learned helplessness and build power together and be a collective together and address it and change it. So it has gotten horrible, but now, watch. Just watch. They're doing it. They just joined a union. The Star Garden strippers in North Hollywood have unionized and filed for their election. So just watch. Excellente question. Chez moi, ça s'est passé entre 96 et 98. J'ai eu de la chance, je travaillais à cette époque-là et j'étais vraiment complètement happée par le mouvement. Moi-même, je galérais et ces femmes fantastiques ont décidé qu'elles en avaient eu assez, elles ont quitté la scène et grâce à elles, on a gagné. Mais depuis, la situation s'est vraiment aggravée et c'est dévastateur de le constater. Il y a eu une vraie destruction du droit du travail pour ce secteur, avec de l'exploitation, du racisme, du vol, des conditions de travail vraiment déplorables, la violence, les meurtres en augmentation. Et j'ai assisté à tout ça parce que je ne suis jamais partie. Pourtant, dans ce milieu, il y a une humiliation, une stigmatisation qui pousse à partir, à aller se marier et ne jamais revenir dans le milieu. Mais moi, je ne suis jamais partie. J'ai attendu. Et nous assistons aujourd'hui à un moment très important à cet égard aux États-Unis. Une lutte contre tous ces phénomènes que j'ai décrits. Et ensemble, nous sommes en train d'apprendre à surmonter ces problèmes, à faire bouger les lignes. C'est difficile, mais c'est en train de se faire, ça se passe sous vos yeux. Les stripteaseuses, par exemple, du nord de Hollywood, sont en train de créer les conditions pour une élection pour avoir le droit de se syndiquer. Voilà, ben on va en rester là parce que c'est le temps de terminer, mais vraiment 3 livres formidables, 3 personnalités, comme vous pouvez en juger, assez extraordinaires. Je rappelle les titres. Le livre de Leila Motley, Arpenter la nuit, paru chez Albin Michel en août 22 et traduit par Pauline Loquin. Leila qui nous a tous bluffés par sa maturité à 20 ans tout juste. Jean d'Amérique qui a écrit ce livre Soleil à coudre. On n'a pas parlé de
de ce titre qui est quand même assez étonnant, mais c'est très bien. On lui demandera derrière la scène. Soleil à coudre, donc paru chez Actes Sud en mars 21. Et puis Antonia Crane, qui a écrit Consumé, un livre paru chez Tusitala en septembre 2021, qui est traduit par Michael Bellano. Ils vont tous les trois aller signer leur livre. Je voudrais aussi remercier vraiment Barbara et Céline pour le travail de traduction, et puis bien sûr pour Simon qui est venu comme ça au pied levé pour présenter ce plateau. Merci à tous et merci à tous pour votre attention.